je suis mademoiselle Jessica Koné. Ce soir, vous serez avec moi, je serai à la modération pour ce cinquième webinaire de cette série qui aborde les sujets qui touchent la jeunesse ivoirienne dans ce contexte particulier d'élection en Côte d'Ivoire. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter, le temps qu'on démarre d'ici peu. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons avoir plusieurs intervenants. Je me présente, je suis mademoiselle Jessica Koné. Je crois que mon nom s'affiche à l'écran. Et puis, j'aimerais vous dire que ce soir, nous allons donc parler d'une thématique pertinente. La jeunesse ivoirienne est au cœur d'un problème. On parle de dépression, on parle de suicide, mais ce soir, nous allons nous intéresser à la cause de ce problème. D'où vient ce problème? Pourquoi est-ce que nous en sommes là aujourd'hui? On se pose plusieurs questions parce que la Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens ont une grande responsabilité sur leurs épaules. Mais est-ce qu'ils ont des lucarnes? Est-ce qu'on leur permet de parler, de s'exprimer? Est-ce qu'aujourd'hui, être fort, c'est s'offrir en silence? Et pour parler de cette thématique pertinente, originale et d'intérêt majeur, nous sommes avec des intervenants qui nous font l'honneur d'être avec nous. Et ce soir, le tout premier, il est connecté, c'est bien évidemment M. Samuel Nguessan. Il est leader communautaire. S'il est là, est-ce il peut se présenter en une minute rapidement? Est-ce qu'on peut savoir à qui est-ce qu'on a affaire ce soir, Monsieur Samuel Nguessan? Samuel Nguessan, leader communautaire et je travaille en droit des personnes usagères de drogue. Nous faisons leur accompagnement, leur suivi et le traitement afin de pouvoir se réintégrer dans la société et bénéficier des soins appropriés en lien avec leur addiction. D'accord, merci d'être avec nous. Ça On est marche. sûr que vous allez réussir à apporter des éléments de réponse à nos préoccupations ainsi que, bien sûr, à celles des personnes qui nous suivent. Certainement, en fonction des questions qui seront posées, en fonction des réalités que je sais du terrain, j'essaierai d'apporter des réponses idoines afin d'orienter tout un chacun. C'est cela, vous ferez l'effort. Merci infiniment d'être avec nous. Vous n'êtes pas Je vous seul, en prie. vous êtes avec Monsieur Okobe Koudou Arsène. Il est directeur de la protection de la jeunesse au ministère ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Bonsoir, Monsieur Okobe. Bonsoir. Bien, comme vous l'avez indiqué, je suis Okobe Arsène, donc du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, actuellement directeur de la protection de la jeunesse. Et voilà, donc, en cette qualité, les missions qui sont assignées à notre structure sont donc en lien avec, généralement, avec la lutte contre les différents fléaux sociaux auxquels les jeunes sont exposés. Et généralement, tout ce qui est alcool, drogue, IST, VIH, cybercriminalité, migration régulière. Et puis maintenant, les questions de santé mentale, puisque au fur et à mesure, il y a toujours des défis qui apparaissent. C'est ça. Donc, globalement, voilà, notre rôle, c'est d'intervenir, de contribuer donc à prévenir les différents fléaux sociaux auxquels les jeunes font face. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà qui est très intéressant parce que enfin, quand on entend que le ministère de la promotion de la jeunesse s'intéresse à la santé mentale des jeunes, tout à l'heure, on va découvrir les différents outils mis à notre disposition pour que justement on puisse stabiliser leur santé mentale. Merci beaucoup, Monsieur Okobo. Merci encore une fois d'être avec nous. Vous Je vous êtes en prie. également accompagné de Monsieur Nour Bakayoko qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. En tant qu'intervenant, il est psychologue et psychothérapeute. Monsieur Nour, bonsoir. Elle est majeure, elle est pertinente. On parle de santé mentale, d'addiction, des problèmes que cette jeunesse ivoirienne hein, traverse, surtout dans ce contexte particulier qu'est cette année électorale. Quand on sait qu'on vient de plusieurs crises post-électorales, on se demande, est-ce que la jeunesse ivoirienne a compris? Est-ce qu'elle est prête à ne pas se laisser instrumentaliser pour être utilisée à des fins politiques? Donc ce soir, on va essayer de comprendre d'où vient le problème. Vous avez la thématique. Je vais commencer avec Monsieur Nguessan. Qu'est-ce que cette thématique vous inspire ce soir pour introduire déjà le débat? D'accord. Merci, mademoiselle Koné Jessica.
Déjà, merci pour l'occasion que vous me donnez. Je peux dire que à travers le thème du sujet qu'on va débattre aujourd'hui, je pense que déjà, parce qu'on parle d'un problème très, très important, parce qu'on on parle de drogue, voilà. Et lorsqu'on parle de drogue, c'est bien de savoir d'abord vers qui le message est adressé, parce C'est que cela. la drogue, c'est un sujet très délicat. Mhm. Donc, ça dépend d'abord des personnes qui écoutent. Et à partir des personnes qui écoutent, maintenant, on oriente vraiment le débat sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces personnes qui sont usagères de drogue. Parce que les réalités sont là. La drogue, ça existe. Il y a des personnes qui en consomment. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ces personnes qui consomment là ne puissent pas, parce que déjà, la drogue, déjà, par sa méconnaissance, elle stigmatise déjà. Mhm. Donc, déjà, des personnes qui en consomment déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour les récupérer? Voilà, donc pour moi, je pense que c'est la question pertinente même qui pourra nous amener à vraiment développer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes qui consomment la drogue Mhm. afin de les récupérer et de les insérer dans le circuit socio-professionnel ici en Côte d'Ivoire? C'est cela. Donc, comment s'organiser pour les réinsérer C'est ça, c'est dans le ça. tissu social? Parce que là, vous touchez à un point très pertinent. Parce que quand on parle de consommation de la drogue, je crois, il y a quelque temps, je discutais avec un psychologue d'un grand hôpital de la place qui disait qu'on a deux problèmes qui poussent les jeunes à, vous nous confirmerez ou pas du tout hein, cette théorie, on a deux problèmes qui poussent les jeunes à consommer de la drogue. Et le premier problème, c'est le temps libre, un excès de temps libre. Il estime que les jeunes qui ne sont pas insérés dans le tissu ont trop de temps libre, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller, comment s'occuper. Ils disent que c'est plus facile pour ces derniers-là de s'adonner à la drogue. Et ça, c'était le premier point. Le second point, ils nous disent que la charge mentale, le fait d'être stressé, d'avoir des craintes, des peurs d'échouer, de ne pas pouvoir canaliser ses émotions, gérer hein, ses émotions, de ne pas avoir de lucarne, de canaux pour s'exprimer, vont les pousser à aller dans un état évasif, à se plaire dans un état second que la drogue et les stupéfiants peuvent leur offrir hein, temporairement, et ce qui est totalement faux et ce qui est nuisible pour leur santé. Je tiens à le préciser. Merci infiniment. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion hein, de débattre en profondeur cette thématique. Monsieur Okobe, la thématique, elle est dépeinte, elle est expliquée. De prime abord, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela vous inspire? Monsieur Okobe, vous êtes avec nous? On ne vous entend pas, votre micro est fermé. Merci, merci, merci. Si, si, je suis bien présent. D'accord. Ah oui, donc je disais que si la thématique a été choisie, c'est bien entendu parce que il y a matière à discussion. C'est cela. Je pense que les questions qui sont mises sur la table, que ce soit la drogue, la santé mentale et autres, il y a peut-être quelques décennies en arrière, on n'en parlait pas. Alors si Mhm. aujourd'hui, c'est des questions qu'on met sur la table régulièrement dans des panels et autres, c'est parce que, bien entendu, la situation le commande. Et comme vous l'avez indiqué, la Côte d'Ivoire a traversé certains moments, certaines périodes plus ou moins difficiles. Et quand c'est cela, quand ces situations surviennent, ça laisse forcément des traces, ça laisse forcément Des un traumatismes, hein, impact des sur traumas, comme les on aime les populations, appeler. notamment les jeunes. Mhm. Euh, Là, on parle de drogue, on parle de charge mentale. Alors, il faut comprendre que la consommation de la drogue est liée quand même à beaucoup de facteurs liés à la fois à l'individu, à son cercle familial, à son cercle d'amis, à son cercle professionnel également. Mhm. Et donc, bon, le consommateur, parce que un jeune qui évolue dans une famille, dans un cercle familial, euh, en fonction des réalités auxquelles il fait face, il peut être poussé à la marge. Mhm. Je m'explique. Je crois que tout Euh, à l'heure, parce le- que, comme je le disais à l'entame, hein, c'est un je ne sujet vous très entends profond. Hein. pas.
un médecin formé à la faculté de médecine de Lille. Et vous nous faites l'honneur d'être avec nous ce soir pour parler de cette thématique importante, comme on l'a fait avec les précédents intervenants, donc M. Nguessan et M. Okobe. Monsieur Nour qui est là tout à l'heure, il va se présenter. On aimerait un peu savoir à qui est-ce qu'on a affaire ce soir, docteur Sako. Docteur Sako, c'est un médecin donc urgentiste à la base qui s'est formé D'accord. après dans différentes spécialités et qui tout au long de son cursus, je me suis rendu compte qu'il manquait la sphère psychologique en fait dans la prise en charge de mes patients. Mhm. Et donc voilà, je me suis formée en psychothérapie, plus particulièrement la thérapie par l'hypnose. Et je suis une fervente défendresse de la santé mentale des jeunes et des adultes. Et je suis aussi la promotrice de la campagne La Pause mentale, qui est une campagne de sensibilisation aux problèmes de santé mentale qui aura lieu cette année en septembre et dont le thème est la prévention du suicide chez les jeunes adultes. D'accord, voilà qui est excellent comme parcours. Je crois que ça nous aidera ce soir tout au long de ce webinaire à avoir plusieurs éléments de réponse à nos préoccupations sur cette problématique qu'on aborde ce soir, celle de l'instabilité mentale de nos jeunes, leur santé mentale qui est mise en danger. Et le fait qu'ils s'adonnent à la consommation de stupéfiants, drogue, Kadhafi, et surtout la charge mentale. Est-ce qu'ils ont des lucarnes pour s'exprimer, pour parler de leurs émotions, de leurs sentiments, de leurs peurs, de leurs craintes, et surtout qu'on est en Afrique, un contexte aussi à préciser, où on a pléthore de tabous. Ici, en Côte d'Ivoire, plus précisément, il y a plein de choses dont on ne parle pas. Et quand on veut parler, on dit attention, on dit pas ça, on dit pas ça. Et je crois que de plus en plus, cette génération commence à s'en rendre compte. Elle essaie de mettre des mots sur ces mots avec X, d'accord, sur ce qu'elle traverse et en essayant surtout d'avoir des éléments de réponse, en partageant leur expérience pour que tout le monde soit au mieux au top de sa forme pour que le pays rayonne à son paroxysme. Nous sommes aussi avec Monsieur Nour Bakayoko qui nous a rejoint. Est-ce qu'il est là? Bonsoir, Monsieur Nour. Rebonsoir, comme on dit. Bonsoir, on m'entend cette fois? Oui, cette fois, on vous entend. Merci d'être avec nous. Alors, comme l'a fait Docteur Sako tout à l'heure, on aimerait en apprendre davantage sur vous, histoire de savoir à qui on a affaire. D'accord. Je suis docteur Nourou Bakayoko. Mhm. Je suis psychologue, psychothérapeute. Euh, D'accord. je suis également conseiller en insertion professionnelle à l'Agence emploi jeune du même Mhm. ministère. Et puis, je suis aussi psychologue consultant auprès du Programme national de santé mentale. Je suis Mhm. aussi vice-président du réseau des jeunes psychologues de Côte d'Ivoire et Mhm. puis le promoteur de Psy-Trotteur. Wow. Il y a eu plusieurs activités avec les jeunes, la santé mentale des jeunes, des artistes et puis aussi des jeunes professionnels. Déjà, à Mhm. l'agence emploi jeune, j'interviens beaucoup sur tout ce qui est entretien, diagnostic et puis prévention de l'épuisement professionnel chez les jeunes et tout ça. Mhm. D'accord, merci beaucoup d'être avec nous. Il faut en quelque sorte recadrer notre thématique pour mieux la saisir. Donc, Kadhafi, santé mentale, pression sociale, on en parle. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi ça fait partie des tabous, des multiples tabous qu'on peut avoir en Côte d'Ivoire? Je vais vous laisser, chers intervenants, à tour de rôle pour que vous puissiez nous exposer ce que vous en pensez, histoire de faire le tour en ce qui concerne les causes, les responsabilités partagées, pour qu'on puisse ensemble échanger sur la question, les différentes causes donc, qui seront énumérées, développer surtout, et puis à la fin, avoir des éléments de réponse, en prenant bien sûr les préoccupations de toutes les personnes qui nous suivent ce soir. Je crois qu'on peut commencer avec Monsieur Nguessan. Moi, je dirais que les drogues existent, elles sont en Côte d'Ivoire. Et Mhm. depuis 2022, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a eu à faire un constat de par nous, les agents communautaires, parce que nous allons directement en contact avec les personnes usagères de drogue. Parce que c'est à partir d'un constat qu'on a vu qu'il y avait une tranche de la population ivoirienne qui, sous l'effet de substances psychotropes, était en marge de la société. Et ces personnes-là, le taux de tuberculose et de VIH était très élevé. Parce que voilà, lorsqu'elles quittent leur ghetto, leur fumoir, elles sont en contact avec la population générale. Donc, quelqu'un qui a la tuberculose, qui est usager de drogue,
qui, lorsqu'il sort du ghetto, il monte dans le bus, il monte dans le taxi, il peut exposer tout le monde à la maladie. Donc, nous, on a mené des activités médicales à l'endroit de ces personnes-là. Et de par ces activités-là, on a baissé de manière drastique le taux de prévalence en tuberculose et en VIH. Et donc, à partir de cette étude-là, on a vu qu'il y avait un type de personnes, de population en Côte d'Ivoire qui était présente, à savoir les personnes usagères de drogue. Et donc, de par notre approche, on a réussi à les écouter parce qu'une personne qui consomme la drogue, c'est bon de le regarder autrement, mais il est important de savoir qu'est-ce qui l'a amené. Donc, de par notre approche, on a accompagné plusieurs personnes et parmi elles, d'autres nous ont manifesté ce pourquoi elles ont commencé à consommer la drogue et qu'est-ce qu'elles ont rencontré comme difficulté en tant qu'usagers de drogue. Et nous, en tant qu'acteurs, c'était de répondre de manière idoine à toutes les préoccupations en les apportant d'abord les soins médicaux et à partir de là, maintenant, voir comment est-ce que les droits puissent être respectés. Et je pense que pour cela, ça aboutit à, depuis 2022 à une nouvelle loi ici en Côte d'Ivoire qui considère la personne usagère de drogue comme une personne malade qui a besoin de soins appropriés en lien avec son addiction. Et donc, de par cette loi, nous, en tant qu'acteurs communautaires, ça nous conforte beaucoup parce que nous apportons certaines réponses aux personnes que nous rencontrons. Et je pense qu'à travers ce webinaire, on va apporter beaucoup d'éclaircissements parce que les personnes que nous rencontrons, ce sont des personnes de tous les jours. Il y a des personnes qui travaillent là-dedans, il y a des personnes qui ne travaillent pas, il y a des pères de famille, il y a des enfants, il y a tout le monde. Et ces personnes ont besoin de juste être écoutées. Et je pense que de par votre voix, on va transmettre le message de ce que nous suivons pour que Ouais. tous ensemble puissions les accompagner comme il se doit. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Nguesson. C'est l'objectif en tout cas, et on espère qu'à la fin de ce webinaire, on aura atteint ce bel objectif. À la suite, Monsieur Okobe, tout à l'heure, était en train de nous expliquer en quelque sorte le process, d'accord, sur ce constat-là qu'on fait tous sur la consommation de la drogue au niveau de la jeunesse, l'instabilité mentale au niveau des jeunes, tous ces mots-là qu'on constate. Monsieur Okobe, je crois que c'est l'occasion pour vous de poursuivre votre analogie. De dire que s'agissant de la consommation de la drogue, alors ce qui peut pousser des jeunes à consommer la drogue, il y a plusieurs causes possibles. Voilà, donc des causes liées à l'individu lui-même, des causes liées au cercle familial dans lequel il évolue, le cercle de ses amis, la communauté dans laquelle il vit. Donc, je disais par exemple, au niveau du cercle familial, si l'enfant, le jeune grandit dans une famille où les règles sont trop rigides, par exemple, lorsqu'il n'est pas, il ne bénéficie pas vraiment d'un accompagnement adéquat, il ne se sent pas valorisé, par exemple, ça peut être un moyen peut-être que les parents ignorent, mais qui peut pousser l'enfant à la marge. Je prends le cas d'une jeune fille qui est peut-être souvent rabaissée, donc qui va manquer de confiance en soi, qui aura une faible estime de soi. Et ça peut être un problème majeur. Vous savez que, par exemple, au niveau de l'adolescence, les jeunes ont tendance à intégrer des groupes d'amis. Et c'est en ce moment-là qu'ils s'identifient, c'est en ce moment-là qu'ils s'affirment. Et lorsque le jeune ne bénéficie pas, en tout cas, d'une bonne estime de soi en famille, il peut entrer dans un groupe d'amis qui peut le conduire vraiment dans le décor si il s'agit des amis qui n'ont pas un bon comportement. Si ce groupe l'apprécie tel qu'il est, le considère, et s'il se sent valorisé dans ce groupe, quel que soit le comportement déviant qui sera adopté dans ce groupe, il sera amené pour lui-même à accroître son estime de soi, il sera amené à intégrer ce groupe. Et si par malchance, c'est un groupe dans lequel pour intégrer la carte, c'est de consommer la drogue, vous voyez qu'il peut être donc poussé à cette erreur. Donc ça, c'est ce qui se passe, par exemple, au niveau familial. C'est D'accord. pareil
Parce que l'éducation, tout ce que nous recevons comme éducation, formation, ça se passe aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau de l'école, des groupes de pairs et également de la personnalité de l'individu lui-même. C'est pourquoi la famille est un élément très important. Ça doit être vraiment le rempart qui donne toutes les compétences aux jeunes, lui permettre en tout cas de s'estimer soi-même, d'avoir la confiance en soi, de bénéficier en tout cas de tout ce qu'il y a comme compétences pour faire face à l'extérieur. Mais si Mhm. au niveau familial, il est déjà fragilisé, ça complique encore sa situation lorsqu'il Mhm. doit faire face à la pression extérieure. Donc, il y a plusieurs raisons. Si au niveau même familial, il n'y a pas d'entente entre monsieur et madame, tout ça, ce sont des fissures qui ne favorisent pas en tout cas une bonne évolution, un bon développement psychosocial de l'enfant. Voilà, donc, tout à l'heure, lorsque vous avez parlé, vous avez indiqué que trop de temps libre également peuvent être des temps, en tout cas des opportunités pour les jeunes Mhm. de consommer de la drogue. Mais on veut aussi dire que même si sur le milieu professionnel, en fonction de la pression que l'individu peut subir, ça peut aussi le pousser à se réfugier dans la drogue, dans l'alcool. Parce que la plupart du temps, plusieurs se retrouvent dans cette situation en voulant fuir une situation difficile. Et Mhm. c'est là que le piège s'installe. Parce qu'il y a plusieurs moyens de pouvoir éviter une situation, mais la drogue, l'alcool n'est pas forcément le meilleur canal à choisir. D'accord. Merci beaucoup, hein, monsieur Okobe. Je crois qu'on a pris note parce que vous avez parlé de points importants. Parce que vous, au niveau du ministère, vous touchez, vous avez accès à certaines données que peut-être nous n'avons pas. On espère qu'on aura l'occasion de les avoir, surtout de les expliquer, parce que vous avez forcément essayé de les expliquer, histoire de trouver des solutions. Mais avant de revenir vers vous, ce sera au tour de Dr Sacco, hein, de nous dire un peu ce qu'elle en pense, le constat, hein, qu'elle fait au niveau de la jeunesse ivoirienne, elle qui exerce dans ce corps de métier-là. Hein, qu'est-ce qu'on constate au niveau de la fragilisation de l'état d'esprit des jeunes? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Merci pour votre question. Bon, Monsieur Okobe a fait le tour un peu, je pense, Mhm, des causes possibles qui amènent notre jeunesse à aller dans la consommation. Pour ma part, moi, ce que j'ai pu remarquer, excusez-moi, il y a un quiz qui est apparu, euh, c'est que ça touche des jeunes de plus en plus jeunes. Euh, que ce soit la consommation ou d'autres problèmes de santé mentale comme la dépression, etc. mhm, Euh, il y a des enfants dès l'âge de 10 ans déjà, du fait de situations dans le cercle familial ou même à l'école, se retrouvent déjà avec des difficultés et ne savent pas forcément à qui en parler. Donc, il ne faut pas se dire, oh, c'est peut-être à l'adolescence ou après, mais déjà, dès la préadolescence, déjà, il y a des problèmes qui commencent à émerger. Et le problème, c'est que ces jeunes-là ne savent pas à qui parler. Souvent, les parents ne sont pas disposés ou ne sont pas euh, eux-mêmes sensibilisés, en fait, à ces problèmes-là et ne mhm, trouvent pas forcément une réponse adéquate. Dans le cercle amical aussi, parfois, il n'y a personne. Et donc, ces jeunes-là se retrouvent seuls face à leurs souffrances et se tournent donc vers un échappatoire qui peut être la consommation de drogue ou d'alcool, qui sur le moment apporte un bien-être, mais qui après entraîne un cercle vicieux parce que bah, l'addiction, comment ça commence? C'est qu'on prend une drogue, on se sent bien, etc. Sauf que ça va aller stimuler la dopamine dans le cerveau. mhm. Et que lorsque l'effet passe, la dopamine baisse brusquement. Et donc, ça entraîne comme un syndrome dépressif. Et donc, on va aller consommer pour retrouver cet état de bien-être. Sauf que le cerveau s'habitue et donc on doit
augmenter les doses ou changer de produit pour pouvoir avoir le même effet. Et donc, c'est là que, voilà, on est pris dans un engrenage et la santé est mise en péril. D'accord. Merci beaucoup, hein, docteur Sacco. Moi, je vais revenir avec Monsieur Nour. Hein, en ce qui concerne Monsieur Okobe, Monsieur Nguessan et Docteur Sacco, on a pu essayer de faire un constat, hein, de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à des addictions à la consommation de drogue. Avec vous, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que on aurait pu éviter ça? Est-ce qu'au niveau du cocon familial, on aurait pu éviter ça? Est-ce qu'au niveau des fréquentations, on aurait pu éviter ça? Est-ce qu'au niveau de l'école, de nos amis, des quelques personnes, hein, parce que vous travaillez, vous consultez beaucoup les jeunes, vous échangez beaucoup avec les jeunes, hein, surtout au niveau de l'agence emploi jeune, est-ce qu'au niveau de l'école, du foyer ou même dans les rues, est-ce que c'est une situation qu'on aurait pu éviter, ce constat malheureux, hein, qu'on fait aujourd'hui? Déjà, quand on me pose la question, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Mhm. Vous voyez, il y a plusieurs éléments que je vais prendre pour mieux expliquer comment on aurait pu éviter. D'accord. Déjà, au niveau structurel, c'est-à-dire Mhm. que au niveau même de l'organisation sociale, au niveau de l'organisation étatique, tout ça, il faut dire que c'est vrai, on dira que les jeunes ont dévié, les jeunes comment on appelle ça, ont pris une mauvaise voie, comme on le dit, mais en réalité, les jeunes sont en quête de bien-être. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en quête de bien-être. C'est-à-dire quand le jeune prend par exemple la drogue ou bien quand il commence à boire l'alcool, il veut se sentir d'abord bien. Il veut se sentir d'abord bien parce que en essayant d'échapper à quelque chose, il se met dans un autre élément qui peut lui apporter une forme de réconfort. Donc, D'accord. vous allez remarquer qu'au niveau sociétal, l'organisation fait que le jeune est constamment dans la violence. Pas la violence physique, la violence structurelle. C'est-à-dire qu'il se fait violence pour, par exemple, subvenir à certains besoins. Il se fait violence pour chercher du travail. Il se fait violence, par exemple, pour, comment on appelle ça, contre le stress social, la pression sociale. Il se fait violence pour chercher comment déjà réussir tout ça. Donc, ça veut dire que de façon structurelle, il y a cette violence invisible là d'abord qui pèse sur le jeune. Et puis avec toutes les mutations sociales, les guerres qu'on a connues en Côte d'Ivoire, et puis toutes les crises qu'on a connues, les jeunes qui ont vécu ces crises-là, ils ont encore des séquelles. Et comme la santé mentale est très négligée sous nos tropiques, ça fait que ces jeunes-là traînent des traumatismes qu'on ne voit pas. Et puis aussi, il y a ce traumatisme-là générationnel. Ça veut dire que le parent qui a vécu 2002, la crise de 2002, le parent qui a vécu la crise de 2010, ça veut dire que de façon inconsciente, ce traumatisme-là, c'est-à-dire que C'est une il, accumulation, c'est ça? justement, il fait hériter ça à ses enfants. Vous C'est comprenez? une transmission, d'accord? C'est ça? C'est-à-dire on transmet ce traumatisme-là, c'est un traumatisme générationnel. C'est-à-dire que Ok. comme on n'a pas évalué les différents états, comment on appelle ça, traumatiques au niveau des personnes qui ont vécu ce traumatisme-là, non, ces personnes-là ont ça. Donc, ils vont partager ça au fur et à mesure. Ça, c'est au niveau structurel déjà. Maintenant, au niveau, au niveau structurel, il faudrait que on aurait pu mettre à contribution les professionnels de la santé mentale pour pouvoir mieux faire la prise en charge de ces jeunes-là parce qu'on a vécu beaucoup de crises. Et vous allez voir que euh, les professionnels de la santé mentale ne sont pas, je veux dire, accessibles dans tous les hôpitaux, dans toutes les administrations, etc. Il y a un gros travail déjà à faire. Par exemple, le métier de psychologue n'est pas intégré dans la fonction publique en Côte d'Ivoire. Donc là aussi, c'est un problème. Donc vous voyez que pour voir un psychologue, il faut payer. Il faut Je crois payer. que M. Okobe pourra nous dire ce qu'il en pense tout à l'heure à ce niveau. Donc, ça dit que, euh, oui, 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 je le confirme parce que les psychologues ne sont pas à la fonction publique. Parce qu'au niveau du programme national de santé mentale, on est en Mhm. train de
travailler à pouvoir, déjà avec le ministère de la Santé, avoir des psychologues au niveau de la fonction publique. Donc, ce travail-là est en cours, puisqu'on a mis en place le Conseil national des psychologues de Côte d'Ivoire. Donc, c'est sur ces éléments-là que nous sommes en train de travailler. Le deuxième élément, c'est que quand on parle du cadre familial, il faut dire que, vous savez, un être humain, quand il naît, sa réalité se construit à travers 3 filtres. Il y a ce qu'on appelle le filtre neurologique sensoriel, qui comprend 3 choses, l'âge, le sexe et puis les 5 sens. On a ce qu'on appelle le filtre culturel, qui comprend quoi? La tradition, les us et coutumes, l'éducation de base, etc. Et enfin, le filtre personnel, ce sont nos propres réalités de la vie. Donc, vous allez voir que ces 3 filtres-là vont appartenir au grand monde de ce qu'on appelle l'évolution de l'éducation et la construction d'une forme de réalité. Et cette éducation-là, ça va maintenant dépendre du parent. Parce que ce qu'on ne dit pas très souvent, on a plusieurs types de parents. Et ces plusieurs types de parents-là ont une influence sur le devenir de l'enfant. D'abord, vous allez voir qu'on a le parent autoritaire. Ça, c'est le type de parent qu'on a en Afrique. Ça veut dire que c'est ce parent-là qui n'a de pratiques éducatives que les ordres. Ça veut dire que l'enfant n'a pas le droit à la parole. Il est là pour suivre. C'est-à-dire que quand on dit va ici, il va ici. Va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Il n'a pas son mot à dire. Cet enfant-là est comme un robot. C'est-à-dire que comme un militaire qui exécute seulement. Vous voyez qu'il y a des éléments qu'il a en lui qui n'a pas encore déployé. C'est comme si tu as mis le pied sur un ressort. Imagine, tu enlèves ton pied sur le ressort. Comment le ressort fait? C'est bam, ça saute. C'est comme ça quand l'enfant arrive dehors. La manière dont il ne s'est pas déployé à la maison, c'est comme ça qu'il se déploie dehors. Et c'est la rue qui lui apprend comment on se déploie. En réalité, la rue, elle est mauvaise conseillère. Regardez par exemple, la parenthèse, c'est que pour avoir travaillé avec les jeunes au centre de resocialisation sur la route de Boaké et avec les jeunes qui sont au COM, c'est-à-dire le centre d'observation des mineurs, vous allez voir que la plupart d'entre eux ont eu des parents autoritaires et des parents abusifs. Donc, quand je parle maintenant de parents abusifs après le parent autoritaire, c'est ce parent-là qui n'a de langage éducatif que la violence. C'est-à-dire que l'enfant fait un truc qu'on le tape. Il fait un truc qu'on le... C'est-à-dire on le tape seulement. Comment voulez-vous qu'il que voulez-vous qu'il intègre? Soit Alors, il reproduit... ce que vous dites est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que l'enfant, avant qu'il soit ce jeune-là à qui on donne des responsabilités, il a des traumas. On a parlé des traumas générationnels que ses parents lui ont transmis. On a les traumas que lui-même, il a en fonction des liens qu'il a avec ses parents, quand il a peut-être un parent autoritaire ou bien un parent abusif, vous venez de définir ça. Et constamment, quand l'enfant il grandit, généralement, on dit que l'avenir de notre pays repose sur la jeunesse. Là, je suis en train d'aller vers la charge mentale qui grossit et qui ne cesse de grossir. Ce jeune-là, il est responsable. Il a cette information, il a sa part à jouer dans son pays, il a sa part à jouer dans sa famille. Il doit faire le nécessaire pour être indépendant, pour créer de la ressource et pour ne pas avoir des pratiques qui sont illégales pour gagner de l'argent. Mais ce dernier-là, quand il a cette charge mentale, il évolue dans une société, il va aller vers les addictions. Moi, j'ai envie que M. Okobe nous dise un peu à ce niveau, parce que vous avez donné une information très intéressante, c'est que les psychologues ne sont pas reconnus au niveau de la fonction publique. Et le ministère, au niveau de la promotion de la jeunesse, qui mène aussi différentes actions, qui essaient de poser plusieurs projets pour leur épanouissement. Est-ce que vous vous êtes penché sur cette question-là, Monsieur Okobe, au niveau du ministère? Merci. Alors, effectivement, comme l'a indiqué M. Bakayoko, et donc les psychologues ne sont pas, en tout cas, c'est pas un corps qui est reconnu au niveau de la fonction publique. Et l'année dernière déjà, il y a un projet avec le partenaire UNICEF que nous avons conduit où on accompagne quand même les adolescents et les jeunes en tout cas, à participer au développement. Donc, dans ce cadre-là, il y a un plaidoyer qu'ils ont fait
Il y a d'abord eu des OK. plaidoyers qui ont été faits dans certaines localités et puis il y a un plaidoyer national où nous sommes arrivés au niveau de l'Assemblée nationale pour donner la parole aux jeunes. Ils ont donc échangé avec euh, des, des représentants du Sénat et aussi des parlementaires. Et donc, il y a deux questions qu'ils ont mis sur la table. Il y avait la question, non, il y avait plutôt trois questions. La question sur la paix, la question sur le problème de santé mentale, et puis la question sur l'hygiène menstruelle, la prise en charge donc, de tout ce qui est kit d'hygiène menstruelle. Et donc, ils ont fait un plaidoyer sur la santé mentale. Toutes les structures étaient invitées, bien entendu. Le ministère de la fonction publique était représenté, le ministère de la Santé, à travers le programme national de la santé mentale également, était représenté. Et parmi tous ces éléments qui ont été donc portés à la connaissance de, du gouvernement et des différentes parties prenantes comme besoin donc des adolescents, des jeunes, il a été relevé en tout cas la nécessité de pouvoir euh, mettre à disposition au niveau de la fonction publique des professionnels de la santé mentale, des psychologues et autres. Donc, c'est une question qui a été prise en main par le Programme national de la santé mentale qui travaille pour faire en tout cas un plaidoyer en lien avec le ministère de la fonction publique pour que, à terme, les psychologues soient donc recrutés au niveau de la fonction publique. Mhm. Et ça, c'est un travail qui est en cours. C'est un travail D'accord. que nous pensons que ça aboutira parce Mhm. que lorsque les jeunes ont fait les plaidoyer, c'était vraiment émouvant. Euh, c'est parti à partir de petites histoires, la pression que certains d'entre eux ont subie et puis qui aboutit à la mort par suicide. Et donc, ça a créé vraiment une vive émotion au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, nous pensons que les mesures C'est seront important prises. d'intégrer Voilà. les Et psychologues et en qu'ils soient principe, reconnus. Oui. dans les projections du Programme national de la santé mentale, c'est de faire en sorte que dans des établissements, il y ait des psychologues et autres. Donc, c'est des questions, en tout cas, qui sont à l'étude. C'est ce Qui que je sont peux dire. traités. Merci beaucoup, Monsieur Kobe. Bon, je ne Docteur sais pas Fatou. si je peux apporter un élément d'information. Oui, allez-y, docteur, Monsieur Nour. OK. D'abord, effectivement, ce que M. Koubé vient de dire, c'est une réalité. On m'entend? Oui, on vous entend très bien. D'accord. Donc, c'est une réalité. Mais déjà, pour lancer les prémices même de ce recrutement des psychologues au niveau de, de la fonction publique, voilà, quand je parlais, c'est vers là que je partais en fait. C'est que déjà au niveau du ministère de la Santé, il y a la ligne d'appel le 143. Le 143, c'est le numéro d'appel du ministère de la Santé. Au niveau du 143, en lien avec l'Agence emploi jeune et le programme national de santé mentale, au niveau du 143, on a pu mettre à disposition 32 psychologues qui se relaient. Donc, la ligne d'appel, le 143, c'est une ligne d'appel qui est gratuite. Donc, tout le monde peut appeler déjà et il aura un psychologue pour faire la prise en charge déjà en ligne. Et quand Voici son une cas information intéressante. Hein. et quand son cas est un peu plus poussé, qu'est-ce qu'on fait? On le refait maintenant à un psychologue pour pouvoir faire sa prise en charge voilà, en présentiel. Parce Je qu'avec le crois programme... que oui. Pardon? Oui, vous finissez, allez-y. Voilà, avec le programme national de santé mentale, c'est que l'idée, c'est de mettre à disposition des psychologues dans les hôpitaux, voilà, dans les écoles, dans les centres sociaux et déjà même au niveau de certaines administrations, au niveau de certaines administrations. Mais une information capitale aussi que vous devez savoir, je l'ai dit, mais j'ai vu que c'est passé un peu inaperçu, c'est que au niveau de l'agence emploi jeune, tout jeune ivoirien peut bénéficier d'un entretien diagnostic. D'abord, cet entretien va prendre en compte trois éléments. D'abord, la situation émotionnelle du jeune. Donc, ça veut dire que le conseiller qui est psychologue, qui reçoit ce jeune-là, peut faire sa prise en charge psychologique. Non seulement sa prise en charge psychologique, sa prise en charge en termes
qu'on appelle ça renforcement de capacité au niveau Gratuitement? professionnel. Oui, gratuitement au niveau professionnel. Et puis maintenant, sa prise en charge au niveau de la recherche d'emploi. C'est-à-dire que après ça, il y a des ateliers qui sont organisés au sein des agences sur la confiance en soi, la gestion des émotions, et puis aussi sur, comment on appelle ça, les soft skills, et sur la construction, voilà, d'un projet de vie. On ne parle pas de projet professionnel seulement, d'un projet de vie. Comment on inscrit son projet D'accord. professionnel dans sa vie. Donc, Merci c'est-à-dire que dans beaucoup. les agences emploi jeunes, le jeune peut se rendre là-bas, dire, je suis là pour un entretien diagnostic. C'est-à-dire, qui dit ça à l'agence emploi jeune, on sait ce que ça veut dire. D'accord. Voilà. Merci Et là, beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur No, pour cette précision. On a Monsieur Ousmane qui suit le webinaire, qui a une question, et celle-là, je vais l'adresser à Dr Sako. Hein, il demande quelles peuvent être les conséquences sanitaires de la dépendance pour Dr Sako. Alors, les conséquences sanitaires, bon, il y a plusieurs niveaux. Ben, déjà, au niveau de la personne qui consomme. Donc, comme je disais auparavant, ça peut le mener vers des symptômes d'anxiété, de dépression, idées noires avec tentative de suicide. Ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires, dépendamment du produit qu'il va utiliser, par exemple comme l'alcool ou la cocaïne, ce genre de produits. Ça peut entraîner des problèmes gastro-entérologiques, donc avec la cirrhose au niveau du foie. Ça peut entraîner des cancers aussi, comme des cancers de la gorge, des cancers de la bouche. Donc, il y a vraiment toute une variété de problèmes de santé que les addictions peuvent entraîner. Après, ça va être vraiment en fonction du produit qu'on utilise, de la façon qu'on utilise. Par exemple, quelqu'un qui va sniffer aura des problèmes ORL aussi, que quelqu'un qui s'injecte de la drogue n'aura pas. Il y a tout le côté aussi des maladies sexuellement transmissibles qui peuvent aussi se transmettre lorsqu'on utilise des seringues qui sont réutilisées entre différentes personnes ou même de la même personne. Et le contexte d'addiction entraîne aussi des comportements à risque. Donc, quelqu'un qui est sous effet de stupéfiants aura une conduite imprudente, sera quelqu'un qui sera plus colérique, qui aura des réactions plus explosives, donc qui peut amener à des bagarres. Qui dit bagarre, il peut y avoir des armes, il peut y avoir des coups. Donc, ça aussi, c'est un problème. Comportement à risque sexuel aussi, ne pas se protéger parce qu'on est sous effet, on est euphorique, etc. On fait beaucoup de choses qu'on ne ferait pas en règle générale. Et donc, ça, c'est au niveau de la personne. Maintenant, au niveau, disons, communautaire, ben, ça entraîne un problème de santé publique parce que ce sont des jeunes qui sont déscolarisés, ce sont des jeunes qui peuvent rentrer dans la délinquance, parfois ce sont des jeunes qui finissent dans la rue. Donc, ce sont ce D'accord. problème-là, voilà. Et puis, ça D'accord, entraîne des oui, dites-moi, problèmes oui. dans la sphère familiale aussi parce que un jeune qui consomme va peut-être commencer à voler à la maison avant d'aller voler à l'extérieur, les conflits aussi entre les membres de la famille, voilà. Donc ça entraîne beaucoup de problèmes. Effectivement, hein, et avec votre intervention, on se rend compte que hein, c'est à la base de beaucoup de problèmes qu'on traverse au niveau de nos familles, surtout au niveau des jeunes. On a une autre question que je vais encore adresser à Dr Sako. On a M. Amado qui demande, ceux qui sont déjà habitués à la prise, peuvent-ils perdre complètement l'envie après traitement? Alors, c'est comme, Ou c'est est-ce comme qu'il y a un médicament hein, pour leur faire perdre l'envie? Alors, il y a, après un traitement, la personne peut se retenir, mais elle sera toujours tentée. C'est Ok. comme quand on dit quelqu'un qui a le cancer, il est en rémission parce que le cancer n'est pas là en ce moment, mais il y a un risque que le cancer revienne. C'est pareil pour les addictions.
On ne peut pas dire que quelqu'un est complètement guéri d'une addiction. Il va toujours devoir faire attention. Et Mhm. le fait de reprendre ne serait-ce qu'une dose peut faire repartir de plus belle dans l'addiction. Donc, c'est une surveillance à vie que la personne devra avoir sur elle pour Ok. éviter justement les lieux, De éviter rechuter, hein. certaines fréquentations, etc., pour ne pas être tenté de replonger. Waouh. Voilà. D'accord, ok, ok. Vas-y, Après, allez-y. pour l'alcool, il y a certains produits qu'on appelle produits antabus, justement, qui font que lorsque la personne consomme de l'alcool, ben, Mhm. elle sera très malade. Et voilà. Donc ça aide euh, pour arrêter de consommer de l'alcool. Pour les drogues, il n'y a pas vraiment ces médicaments-là, mais il y a ce qu'on appelle des antidotes quand les gens font des overdoses, des choses comme ça. Et il y a aussi, par exemple, comme la méthadone qui permet de faire un sevrage en ayant des doses qui sont vraiment calculées et progressives, qui permettent d'atteindre un sevrage sans avoir tous les effets secondaires. Parce qu'il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, le cerveau s'habitue donc à prendre des stupéfiants ou de l'alcool, mais quand on arrête, voilà, ça, c'est difficile le sevrage, ça entraîne des problèmes physiques, que ce soit des nausées, des vomissements, des douleurs, des sueurs. Vraiment, c'est difficile de faire un sevrage seul. On peut y arriver, mais c'est beaucoup de souffrance aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même retenir. Et j'insiste qu'il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide dans ces cas-là, justement, parce que une fois qu'on est rentré dans la consommation, c'est difficile de s'en sortir seul et on a besoin de soutien, que Mhm. ce soit de professionnels, que ce soit de la famille, d'amis, etc. Mais il faut avoir un entourage pour, voilà, pour nous soutenir. D'accord, voilà qui est bien noté. Merci beaucoup, docteur Sako. On a une autre question, mais cette fois, moi, je vais l'adresser à Monsieur Nguesson et par la suite Monsieur Okobe. On a Monsieur Manette Jean qui demande est-ce qu'il existe des centres de prise en charge de santé mentale à part l'INSP Bingerville? Au cas où on n'a pas d'éléments de réponse, je crois que docteur Sako pourra nous en dire davantage, comme elle exerce. Oui, Ok, Monsieur Nguesson? ok, d'accord, merci. Mais ce qui est important, parce que j'ai écouté les docteur Sako, la maman Mhm, aussi a parlé, docteur Nour. mhm, Maintenant, il est important parce que le thème même, c'est quoi? Les sujets tabous. Quelque chose qui mhm. est tabou, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas. C'est Donc, ça. il est important d'abord de donner la définition de ce qu'on appelle la drogue. Parce qu'on parle de drogue, on D'accord. parle de drogue, mais il y a des drogues qui ne sont pas, il y a des drogues addictogènes et il y a des drogues aussi qui ne sont pas addictogènes. Et dans les explications des docteurs tout à l'heure, c'est vrai, les explications sont justes, mais sur le terrain, moi sur le terrain, par exemple, je peux dire que les personnes que je rencontre qui sont usagers de drogue ne sont pas forcément des jeunes déscolarisés. Ce sont des Mhm, personnes qui viennent de bonnes familles et qui n'ont rien à quelqu'un. Donc, je pense que n'ayons pas de prototype des personnes qui consomment la drogue. Tout le monde consomme la drogue, mhm, que ce soit des jeunes, des vieux, que ce soit même des personnes même déscolarisées, comme ils ont dit. Il y a des personnes même qui travaillent, mais qui consomment la drogue. Donc, je pense que dans un premier temps, il faudrait d'abord expliquer la drogue, catégoriser les différents types de drogues, et à partir maintenant des catégorisations, maintenant, on peut dire quel type de drogue peut être traité et quel type de drogue peut être traité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai, en dehors de l'INSP, il y a des centres qui accompagnent les personnes usagères de drogue. Mais ces centres-là, elles accompagnent quel type de consommateurs de drogue? Parce qu'il y a différents types de drogues. Il y a la marijuana, il y a l'héroïne, il y a la cocaïne et il y a tout ce qui est médicaments détournés de son usage. Donc, c'est en et fonction parmi des ceux-là, consommateurs. lesquels sont traitables après addiction? Voilà. Je pense que parmi celles-là, déjà même, quand on prend la marijuana, parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque, hein, quand on parle de laïcité, c'est-à-dire accepter tout ce qui est religion. Or, Mhm, en matière de religion, il y a des communautés religieuses qui utilisent la marijuana dans leur sacerdoce. Parce qu'il y a des drogues addictogènes. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des drogues qui ne sont pas addictogènes. La mhm, marijuana, si la consommation est régularisée, mais est régulée, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on parle de mhm, l'héroïne, par exemple, parce que le taux d'addiction des drogues, c'est au niveau de l'héroïne. Parce que l'héroïne, même tellement c'est une drogue addicte, des personnes dans les ghettos en consomment. Mais il y a des personnes aussi normales, comme vous et moi, qui dans les médicaments, il y a des molécules d'héroïne.
d'héroïne. Donc, je pense que Mhm. c'est à partir de cette catégorisation maintenant qu'on peut voir comment apporter des soins adaptés aux différentes personnes qui font la consommation de drogue. Parce qu'il y a un point que Mhm. j'aimerais rappeler, c'est que Allez-y. plusieurs personnes consomment, plusieurs personnes consomment la drogue sexe, mais tout le monde n'est pas problématique à la consommation de drogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est Il y a la des personnes, différence entre quelqu'un qui consomme de la drogue et quelqu'un qui est problématique à la consommation de la drogue? voilà, c'est en cela que j'ai parlé d'expliquer les choses, parce qu'en matière de consommation de drogue, il y a différents niveaux de consommateurs de drogue. Il y a une Mhm. consommation récréative, c'est-à-dire quelqu'un de manière, bon, pour peut-être voyager un peu, il s'en va consommer de Mhm. manière récréative. Il y a une consommation, bon, on peut dire occasionnelle, c'est-à-dire en Mhm. fonction de quelque chose de spécifique, l'individu a l'envie de consommer d'abord pour faire ce qu'il veut faire. Maintenant, après ces deux types de consommation, il y a la consommation dite addictive, c'est-à-dire l'individu ne peut pas se passer de la substance. Là, il est conditionné. Et c'est à partir de là maintenant que vient l'addiction. Donc, je pense qu'il faudrait, avant de rentrer dans le vif du sujet, de catégoriser toutes les drogues en tant que les substances. C'est vrai, elles sont nocives, mais c'est des choses qu'on peut gérer. Il est important d'expliquer les choses comme il se doit. Et après Oui. explication, mais en fonction des types de consommateurs, apporter une réponse qui pourra l'amener tant soit peu à vraiment être une personne en griffe normale. Parce Oui, que, je veux dire, comme je l'ai dit, moi, je ce suis... que vous dites ce que vous dites est très pertinent, euh, mais comme vous l'avez constaté, on est déjà hein, dans le vif du sujet parce que les mots identifiés ne sont pas toujours forcément liés à la drogue. On a aussi hein, le souci de la santé mentale qui est tabou, genre la sommation de tous les tabous hein, qui posent de réels problèmes à la jeunesse ivoirienne. Je tiens à rappeler que nous sommes dans un contexte particulier qui est une année électorale. Hein, on a vécu, hein, on a un sondage là qui s'affiche. Donc, toutes les personnes qui suivent ce webinaire, n'hésitez pas hein, à y participer. Santé mentale et tabou, changer les perceptions, essayer au maximum de répondre aux questions, histoire qu'on ait des éléments de réponse pour alimenter le webinaire. Donc, comme je le disais, on a une sommation de mots donc, qui ont été identifiés auxquels on va essayer de trouver hein, des causes et, si possible des solutions jusqu'à la fin du webinaire. On a parlé de l'instabilité, on a parlé aussi de la charge mentale qui est très importante. Avec Monsieur Nour, on a parlé de comment est-ce que progressivement l'enfant accumule ces différents traumas. Tout à l'heure, on a appris qu'il y a des traumas générationnels donc, qui sont transmis par les parents. On a aussi le mode d'éducation que les parents donnent à leurs enfants qui accentue le trauma. On a aussi des traumas qu'on a dans la rue et ainsi de suite, et jusqu'à ce qu'on devienne des adultes et des jeunes. C'est-à-dire que toutes les grandes organisations ont conscience que c'est un problème qu'il faut solutionner rapidement et surtout en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que ce soir, on en parle. Pour progresser au niveau de notre sujet, la charge mentale, elle est là. On a des addictions. Tout à l'heure, on aura l'occasion, hein, Monsieur Nguessan, d'aller hein, sur les précisions hein, de type de drogue, ce qui est gérable, toutes les définitions que vous souhaitez nous donner. Mais on va essayer au maximum de toucher tous les aspects. Et je veux retourner hein, pour, pour aller voir Monsieur Nour. Hein, s'il est là, j'ai une autre question. Une fois que l'enfant, parce que vous êtes au niveau de l'agence emploi jeune, l'enfant a des responsabilités, il a accumulé des traumas parce que grâce à vous, on a appris hein, plusieurs types de traumas. Il est un adulte, il a des responsabilités, il a des charges. Vous avez dit tout à l'heure qu'au niveau de l'agence emploi jeune, on a des médecins qui sont là pour la prise en charge, pour qu'il soit diagnostiqué au niveau de son état mental, aussi de son insertion professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que depuis que vous avez lancé cela, est-ce qu'on a une modification des chiffres? Est-ce qu'on peut dire que les jeunes sont de moins en moins traumatisés? Est-ce qu'ils sont de moins en moins chargés mentalement? Est-ce que ça fonctionne? Ok, d'accord. Juste faire une précision. Quand Mhm. j'ai parlé de l'agent d'emploi jeune, je n'ai pas parlé de médecin. Il n'y a pas de médecin au niveau des agences. Il a plutôt parlé des conseillers qui sont psychologues, qui font la prise en charge psychologique lorsqu'on fait l'entretien diagnostic. C'est bon? Je ne sais pas si on me suit. Oui, bien sûr, allez-y, on vous suit. Voilà. Donc, je voulais faire déjà cette précision-là. Mais ce que je suis en train de dire, déjà quand je parlais des types de parents, justement, je devais évoluer pour terminer en fait les types parce qu'il y a le parent
permissif, et puis il y a le parent il y a le parent permissif, et puis il y a le parent démocratique. Exactement. Et puis il y a le parent perfectionniste. Et c'est là que j'allais rejoindre M. Nguessa, en fait, sur le fait que tous ceux qui prennent la drogue ne sont pas forcément des enfants difficiles, Problématique, c'est ça? Oui. des enfants problématiques. Donc, c'est pour dire que, est-ce que depuis, nous avons lancé l'entretien diagnostique à l'Agence emploi jeune, est-ce qu'il y a des améliorations? Effectivement, pour certains, parce que ce n'est pas tout le monde, on ne peut pas parler dans l'absolu. C'est-à-dire que pour certains, il y a une nette amélioration parce qu'il faut dire que la charge mentale dont vous avez parlé tout à l'heure, le chômage aussi est à la base. Le chômage aussi est à la base. Donc, ça veut dire que le jeune déjà qui a des charges, quand il vient, par exemple, pour son entretien diagnostique, donc on va d'abord voir le volet émotionnel, le volet comportemental, et puis voir maintenant, en fonction du volet émotionnel, comportemental et ses compétences, quelles sont les différentes opportunités qu'on a sous la main, qu'on peut lui proposer pour qu'il puisse adhérer, pour pouvoir gérer le volet que vous avez déjà présenté. Maintenant, un autre élément aussi qui est important, c'est que progressivement, on est en train de travailler avec, je pense que bientôt vous aurez l'information, mais on est en train de travailler sur la création des cellules, des centres d'écoute. Parce que très souvent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Quand on a parlé des tabous tout à l'heure, quand on va parler d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses ressentis, d'exprimer ses réalités, les gens sont généralement réfractaires à cela. Parce que depuis la base, on leur a appris à ne pas parler de leur souffrance. Et vous allez voir qu'on en parle, mais il y a deux éléments. Les deux éléments, c'est qu'on a les femmes et puis on a les hommes. OK? Vous allez voir que les hommes s'expriment difficilement sur leur situation émotionnelle. C'est-à-dire, ils n'extériorisent pas assez parce que dans notre tropique, un homme, il ne pleure pas. Ouais, je veux dire, effectivement, j'aimerais demander aux personnes qui vous suivent s'ils ont des questions. N'hésitez pas à lever la main, on ouvre votre micro pour que vous puissiez poser votre question. Donc, je rappelle l'information. Si vous nous suivez, que vous avez une question, n'hésitez pas à aller. D'accord. Donc, les hommes ont du mal à s'exprimer. Hein, ça c'est très vrai. Ça. Non, ils n'ont pas du mal à s'exprimer, ils refusent d'exprimer leurs émotions. Pourquoi? Parce que depuis la base, on leur a appris en fait à être, comment on appelle ça? On dit à être un peu trop fort sur leurs émotions, de ne pas vouloir exprimer tout ça. Voilà pourquoi, pour la récente étude qu'on a faite, c'est que quand on voit par exemple les états dépressifs, on va constater que c'est plus les femmes. Mais par contre, les éléments les plus sévères, c'est chez les hommes. Parce qu'ils ont beaucoup d'éléments en eux qu'ils arrivent difficilement à exprimer. Même quand vous regardez généralement la vague de suicide qu'il y a eu un moment en Côte d'Ivoire, regardez un peu le sexe. Vous allez voir que c'est généralement des hommes. Donc, ça veut dire que déjà, il y a ce problème-là au niveau des hommes en termes d'expression des émotions qu'il y a à faire. Donc, ça veut dire que c'est un être humain, il a le droit de ressentir ses émotions et de se libérer quand il le faut. Et puis, le dernier volet, vous avez parlé tout à l'heure des élections. Remarquez très bien, actuellement, regardez la situation, comment on appelle ça, l'environnement sociopolitique. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu dis à quelqu'un, non, est-ce que tu as un projet temps, il dit non, après octobre. Quand tu dis à telle personne temps, il dit non, après octobre. Quand tu dis temps, après octobre, ça crée une forme de psychose généralisée. Donc, tout le monde, généralement, ceux qui s'étaient projetés pour beaucoup de choses, ils sont obligés de faire comme les autres. Parce que on te dit que si tout le monde parle d'octobre, c'est qu'en octobre, il peut y avoir quelque chose. Donc, déjà, ça crée une forme de psychose. Donc, pour certains, ça va créer des problèmes de santé mentale. Ça peut créer des problèmes de santé mentale. Et comme généralement, quand c'est la santé physique, là, c'est facile d'aller voir un spécialiste. Hein. Par exemple, si j'ai une blessure, le sang coule, automatiquement, je cours, je vais voir un médecin. Mais par contre, quand j'ai des lésions émotionnelles qu'on ne voit pas, quand j'ai, comment on appelle ça,
une souffrance psychique qu'on ne voit pas, on se dit que non, on peut gérer. Généralement, on dit c'est pas grave. Ce sont des éléments que tu peux gérer. Et après, ça revient au galop sous une forme un peu plus sévère. Il y a d'autres qui disent que non. Par exemple, j'ai eu tel problème au niveau de la santé mentale, que ce soit la dépression, etc., que mais il a pu gérer. Hein, maintenant, ça va. Voilà, ils m'ont dit, j'ai marché un peu ou encore j'ai prié, j'ai fait ci, mais ça va. Mais en réalité, il y a des états latents, puisque tu n'as pas été suivi par un professionnel. Donc, il y a des limites que tu n'as pas encore identifiées. Donc, c'est-à-dire la prise en charge serait un peu plus problématique déjà à ce niveau-là. Voilà. Oui, Monsieur No, vous dites des trucs assez intéressants. On a une question pour les personnes qui nous suivent. On a Monsieur Abou Sow qui demande comment est-ce qu'on se rend compte qu'on est atteint de problèmes mentaux? Parce que faudrait pas que les gens pensent que tout ce qui est un problème de santé mentale est une maladie mentale. Non. C'est pas parce que c'est un problème de santé mentale que c'est une maladie mentale. Hein. Regardez par exemple, si moi je marche d'Abidjan à Yamoussoukro, quand j'arrive à Yamoussoukro, je suis fatigué, n'est-ce pas? Je suis fatigué. C'est normal, mais c'est pas normal. C'est normal Ouais, que c'est je... normal. Oui, c'est normal C'est parce qu'on a eu un trajet. Justement, ça ne veut pas dire que je suis malade. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est normal. Ça, c'est le corps physique. C'est la même chose au niveau de la santé mentale. Parce que la santé mentale, là, c'est un état de bien-être émotionnel. Hein. Voilà, c'est un état de bien-être où on se sent capable de réaliser des choses, on se sent capable d'apporter quelque chose à la société. Donc, quand vous attendez santé mentale, ne pensez pas maladie mentale. La santé mentale, c'est la santé tout court. Voilà, c'est la santé. Maintenant, un problème de santé mentale, ça veut dire que c'est un problème qu'on aura qui va porter atteinte à notre santé mentale. Par exemple, regardez, par exemple, on a une journée. Cette journée-là, tu vas au travail, voilà, on met la pression sur toi. Il y a des collègues, par exemple, qui vont te dire des paroles méchantes. En revenant, tu vas faire parler avec l'apprenti Baka. Voilà, il ne va pas donner ta monnaie, il va t'associer. Après, tu vas venir à la maison, tu vas vouloir manger. Si après, ils vont dire non, il y a pas ceci. Non, il y a beaucoup d'éléments négatifs que tu as entendus dans la journée. Mais quand tu arrives à la maison, émotionnellement, tu es fatigué. Ça dit au niveau de ta santé mentale, là, tu es fatigué, mais ça ne veut pas dire que tu as une maladie mentale. Par contre, voilà, ça dit mentalement, merci beaucoup. tu es fatigué. Ça ne veut pas dire que tu as une maladie mentale. Parce qu'il y a certaines personnes... Merci beaucoup pour avoir éclairci ce terme. Je veux revenir à docteur Sako. Parce que vous ne traitez pas que les soucis d'addiction, hein. Tout à l'heure, on vient de savoir, hein, faire la différence entre quelqu'un qui a un problème mental, ça ne veut pas dire qu'il est malade. Mais quand quelqu'un vient vers vous et que vous sentez, vous détectez un trouble au niveau de la santé mentale, vous sentez un déséquilibre, un stress, une pression, quels sont les premiers gestes de prise en charge? Alors, les premiers gestes de prise en charge, c'est déjà de s'asseoir et de laisser la personne parler. Lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce que comme tout le monde l'a dit, je pense sur le panel, très souvent, les personnes gardent à l'intérieur de leur souffrance. Et donc, voilà, c'est vraiment ça le premier geste de dire, ben, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Et puis, on les laisse parler. On essaie de poser quelques petites questions pour préciser certaines choses, mais on les laisse vraiment vider leur sac. Moi, c'est comme ça que je procède dès le départ. Et au fur et à mesure qu'ils parlent, forcément, bon, étant professionnel, je détecte déjà certaines choses qui me permettent après de poser des questions pour approfondir et voilà, Mieux comprendre le mal. exactement, mieux comprendre et puis souvent leur faire aussi réaliser certaines choses qu'ils vivent mais qu'ils ne réalisent pas en fait. C'est ça. D'accord. C'est vraiment Merci ça la beaucoup. première étape. D'accord. Alors, avant de commencer, on l'a dit, hein, c'est très tabou. Aujourd'hui, aller voir un psy, aller consulter un psy. Hein, Monsieur Nour l'a dit au niveau de l'agence emploi jeune, affiliée au ministère de la promotion, hein, de l'emploi et de la jeunesse. Il y a des projets, il y a des outils, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour accompagner les jeunes. Mais vu que c'est tabou, est-ce que vous, en tant que spécialiste, docteur Sako, vous recevez constamment des consultations? Est-ce qu'on vous consulte régulièrement en Côte d'Ivoire? Oui,
On me consulte beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est un sujet tabou, Mm. mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, les gens sont touchés par d'autres personnes qui racontent parfois leurs expériences, etc., et se reconnaissent dans ces choses-là et qui se disent, ah ben peut-être que moi, j'ai un problème et peut-être qu'il faut que j'aille consulter. Donc oui, je reçois des patients, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, quelques hommes quand même. Et je pense que là où ça va se jouer, c'est vraiment sur le côté financier. Parce qu'il y a Mm. beaucoup de jeunes qui veulent consulter, qui se rendent compte que ça ne va pas, qui aimeraient pouvoir parler à quelqu'un, mais qui n'ont pas les moyens justement de consulter forcément. Donc, je pense Il y a que aussi le problème financier. voilà, en tant que société, la santé mentale, c'est un peu tabou d'en parler, mais je pense que de façon individuelle, les personnes se rendent compte qu'elles ont des problèmes, elles ont envie Mhm. de trouver des solutions, mais parfois le frein, il est vraiment financier. D'accord. Merci beaucoup, docteur Sako. Monsieur Okobe, alors, tout à l'heure, on a entendu que le ministère met en place des mécanismes, donc des outils. Aussi, avec Monsieur Nour, on a compris qu'au niveau de l'Agence emploi jeune, on a une prise en charge qui est prête à recevoir les jeunes, à les diagnostiquer aussi bien mentalement qu'à préparer leur insertion professionnelle. Mais est-ce qu'il y a une vraie communication qui est faite? Est-ce que les jeunes Ivoiriens savent que le gouvernement, hein, à travers le ministère de la promotion de la promotion de la jeunesse, met en place des mécanismes. Est-ce qu'ils sont informés de ce qui est fait pour eux? Merci pour la question. Euh, Pour ce qui concerne l'aspect, excusez-moi, pour ce qui concerne l'aspect communication, vous l'aurez remarqué, comme cette question de santé mentale, elle semble un peu nouvelle, entre Délicate? guillemets, voilà, délicate et nouvelle aussi. Mhm. Euh, hum, c'est vrai qu'il y a des actions qui sont menées, mais peut-être qui ne sont pas très connues. Et en ce qui concerne les jeunes, en tout cas, je voudrais vous exposer quelques canaux qui sont utilisés. Allez-y. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement You Report Oui, on le connaît très bien en Côte avec d'Ivoire. UNICEF. Voilà, avec UNICEF. Donc, il y a une plateforme numérique qui revendique un peu plus de 4 millions de jeunes inscrits. Et Mhm. puis, au-delà de cette plateforme numérique, il y a des communautés physiques. On a à peu près une soixantaine de communautés réparties sur l'étendue du territoire. Mhm. Et donc, ces YouReporters sont nos associés dans ce qui concerne la lutte contre, enfin, la sensibilisation sur les questions de santé mentale. Mhm. Déjà même en collaboration avec le Programme national de la santé mentale, où le premier responsable, professeur Koua, donc, a eu à former enfin, on les appelle les éducateurs de pair, parce Mhm. que on détecte au niveau de la jeunesse des personnes qui peuvent servir en tout cas d'interface entre la structure au niveau central et puis leur père, leurs jeunes. Parce qu'entre eux, le message passe mieux. Et donc, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont été formés, voilà, donc pour Vous pensez pouvoir... que les jeunes sont touchés par ces canaux ou est-ce qu'il y a des actions supplémentaires à Il faire? y a des Parce actions que qui ça sont reste menées encore un donc, tabou. par la sensibilisation, comme je l'ai dit, la Mhm. sensibilisation donc, qui est faite par ces jeunes en communauté. Ça, c'est un premier aspect. Nous, en tant que ministère de la jeunesse, notamment Mhm. la direction de la protection de la jeunesse, lorsque nous menons certaines activités que nous appelons les caravanes jeunesse saine, c'est un paquet de services que nous offrons en termes de sensibilisation sur les questions que j'avais énumérées d'entrée de jeu, les questions de drogue, alcoolisme, mais également de santé Mhm. mentale. Mhm. Voilà. Et donc, ce sont des questions qui sont touchées au fur et à mesure que nous avançons. Mhm. D'accord. Et donc, ça se mène au niveau de la communauté, comme je le disais. Et un autre aspect aussi, une autre activité que nous mettons en œuvre en lien avec le partenaire UNICEF, c'est ce que nous Mhm. appelons les compétences de vie courante. Alors, ce sont des compétences psychosociales, voilà, donc qui permettent à des jeunes de bénéficier de formations qui renforcent leur résilience, en tout cas vis-à-vis
des situations difficiles que n'importe quel individu peut rencontrer dans la vie courante. Et donc, on Mhm. leur apprend, par exemple, à avoir confiance en eux-mêmes, à, à faire des analyses critiques, à gérer les émotions. Et tous ces éléments, en tout cas, participent de notre point de vue à D'accord. renforcer, en tout cas, leurs compétences pour gérer, bien Oh, manager, en tout cas, tout ce qui est question de santé mentale. Et d'accord, merci chaque année, nous beaucoup. touchons un Oui. certain nombre de jeunes, mais Mhm. le problème, c'est que ce n'est pas dans toutes les régions du pays. Donc, c'est Mhm. dans certaines localités aussi dans lesquelles, enfin, qui sont des régions d'intervention de nos partenaires qui nous accompagnent sur ces projets. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Okobe. Hein, pour les personnes qui nous prennent en marche, je rappelle que vous suivez Ben Night Show, un webinaire qui est mis en place par Polaris Asso. Autant pour moi, c'est vraiment un sujet qui me bouleverse un peu parce qu'en tant que moi-même jeune de cette jeunesse ivoirienne, je me pose beaucoup de questions et là, je commence à comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là. On est en live, donc on est en webinaire depuis 20 heures, il est 21 heures, passé de 20 minutes à Abidjan, hein, et partout en Côte d'Ivoire. On est en train d'avancer. On a fait un constat, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que les jeunes Ivoiriens sont touchés par ces maux. Est-ce que le ministère met en place donc des outils, des mécanismes et des canaux pour essayer de les accompagner, de les aider? On a compris qu'au niveau du ministère de l'Agence emploi jeune, on a des éléments qui sont mis en place. Avec Dr Sako, on a essayé de comprendre qu'il y en a, il y a des gens, malgré le souci financier, qui la consultent et qui veulent guérir, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément malades, mais qui ont des soucis, hein, au niveau de leur stabilité mentale, qu'ils essaient de comprendre, qu'ils essaient de percer et de mettre à jour. Je veux dire, quand le mal avance, il est profond, il s'amplifie, on arrive aux addictions. Je veux revenir avec chez Monsieur Nguessan. Malheureusement, notre jeunesse est touchée par des addictions pour X, Y raisons, pour des raisons, hein, de soucis de foyer, pour des raisons de soucis, hein, des personnes qu'on fréquente, parce que tout à l'heure, on a lancé un sondage pour savoir pourquoi est-ce que, hein, ces jeunes-là s'adonnent aux addictions, touchent à des drogues, consomment des stupéfiants. La majorité a estimé que c'est pour appartenir à des groupes, à des effets de groupe. Hein. Avec vous, on a parlé tout à l'heure des différents types de drogues. Pour comprendre les différentes addictions, on a compris que quelqu'un qui consomme de la drogue n'est pas forcément problématique. Est-ce qu'on peut avancer avec votre analyse? Parce que, je veux dire, quelqu'un qui a un souci mental, il n'arrive pas à gérer, il s'adonne malheureusement à la consommation de la drogue. À ce niveau-là, comment vous faites la prise en charge pour que ce dernier-là puisse avoir, hein, des moyens de s'en sortir? D'accord, merci. Alors, pour rebondir à votre question, à ce que vous venez de dire, bon, comme je l'ai dit tantôt, une personne peut être usager de drogue sans être problématique. Maintenant, C'est ça. vous savez, plusieurs choses peuvent amener un individu à consommer la drogue. Et donc, nous, notre approche, c'est l'approche d'aller vers. Nous allons vers les personnes usagers de drogue. Et lorsque nous allons vers ces personnes-là, nous faisons ce qu'on appelle l'échange participatif. Parce que comme le docteur a dit, le docteur nous, je crois, Docteur il y a Sako. beaucoup d'Ivoiriens. Non, monsieur No, vous voulez dire? Voilà, oui, oui, monsieur No, il a parlé de D'accord. coûts. Il y a beaucoup Mhm. d'Ivoiriens, et ça, c'est toujours tabou. C'est-à-dire, les Ivoiriens ont peur de parler des époques 2000, 2002, 2010. Justement, Parce qu'il y a des en personnes parlant de qui... parler, on a 37 participants. Vous nous suivez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on ouvre votre micro et que vous puissiez poser votre question aux différents intervenants. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires pour que je puisse les transmettre, hein, aux intervenants pour qu'on ait des éléments de réponse à vos préoccupations. Allez-y, Monsieur Nguessan. Ok, donc à travers l'écoute que nous faisons, nous entendons beaucoup de choses. Et de par ce que nous entendons, il y a des personnes qui, à travers la simple écoute même, disent, ah, en tout cas, de la manière, tu as pris ton temps pour m'écouter là, et puis ce que tu m'as dit là, je vais prendre la peine de suivre tes conseils. Il y a des personnes qui arrêtent de consommer juste après avoir écouté quelqu'un. Je Ah bon, dis ça que fonctionne? ça fonctionne parce que en matière de drogue, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Chacun sait pourquoi il consomme la drogue. Chacun sait quel est l'élément qui l'a amené à consommer la drogue. Et nous, en tant que père éducateur, le directeur Akobe a parlé de la père éducation. Moi, j'ai été père éducateur depuis 2015. Voilà, ça dit depuis 2015. J'ai été formé pour aller vers mes pères. Mes pères, c'est qui? Ce sont des personnes usagères de drogue.
parce que c'est quelque chose que j'ai eu aussi à toucher. Parce qu'il Ah, faut dire que la drogue, ah oui, non, mais c'est ça, parce que c'est tout ça que le tabou. Tout le monde, autant que nous sommes, on a eu déjà à être en contact avec la drogue. Ça peut être un mhm, contact visuel à la télévision, ça peut mhm. être un contact indirect à la maison, le papa consomme, ça peut être un contact aussi direct en fonction de quelque chose. Et donc, de par mon expérience avec la drogue et de ce que j'ai compris et de ce que je fais maintenant, j'essaie de tendre la main à ces personnes qui ne sont pas comprises par la société. Parce que c'est vrai, je pourrais parler d'addiction là, mais c'est tellement délicat qu'il faut comprendre d'abord la chose avant d'apporter des solutions à qui veut Oui, je veux dire, l'entendre. et en même temps, c'est tellement délicat parce que tout à l'heure, nous avons lancé le dernier sondage qui était intitulé Santé mentale et tabou, changer de perception. Hein, quand on a posé la question de savoir pourquoi il est difficile de parler de dépression et d'addiction, la majorité des personnes ont dit que c'est parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être catégorisés. Et vous, avec votre approche, vous essayez donc de les mettre à l'aise pour pouvoir les soigner. C'est bien ça. Oui, bien sûr, parce que je pense bien que les personnes même qui ont répondu à votre sondage ne sont pas des personnes dépendantes à la drogue, ni aux Mm, drogues. C'est des personnes lambda qui sont en train de nous suivre. Moi, c'est les ça. personnes que je suis. En fait, j'avais dit tout à l'heure que mon intervention n'allait pas d'être filmée parce que j'ai informé ma communauté que j'ai une activité tout à l'heure qui va parler de ce qu'ils sont en train de faire. Mais j'ai vu D'accord. il fallait que je sois présent, donc je les ai dit d'attendre. Ils sont en train de suivre ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, Super. il est très important de faire la part des choses, de Mhm, savoir ce qu'on appelle drogue, de savoir ce qu'on appelle les drogues addictogènes. Et à mhm, partir de là maintenant, quand on sait qu'une personne consomme la drogue, il est important de savoir quel type de drogue cette personne-là consomme. mhm. Et à partir de là, maintenant, lorsqu'on sait, à travers des stratégies vraiment adaptées, on peut réussir à trouver une solution adaptée et proposer cela à la personne qui est en face de nous et lui permettre de saisir ça afin de se réinsérer. Moi, par Et exemple, j'ai et deux c'est jeunes. une démarche que vous essayez de Oui, développer. Vous avez combien d'années d'expérience déjà? Vous le faites depuis combien d'années? je suis père éducateur, comme j'ai dit, depuis 2016. Depuis 2007. Voilà, ça a commencé On est avec à médecin du 9 ans de oui, pratique, c'est oui, bien oui, ça? oui, oui. Et même, c'est de par notre plaidoyer, parce qu'en tant que personne usagère de drogue, de par notre Mhm, plaidoyer qui a abouti à la loi de 2022. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y avait une loi qui datait de 1988 qui était très répressive en matière de drogue. Et donc, nous, en tant que personne usagère, à travers notre plaidoyer, à travers ce qu'on voit sur le terrain, on a vu qu'il n'était pas juste d'arrêter une personne qui fait usage de drogue et d'envoyer en prison. Donc, depuis 2022, notre plaidoyer a porté et le plaidoyer a amené à une nouvelle loi qui dit que une personne qui fait usage de drogue, qui est interpellée par les autorités judiciaires, doit faire ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique. Et c'est la loi qui est là. Et cette et ça fait loi-là, partie des solutions parce que malheureusement, c'est vrai que le sujet est très intéressant. Le temps est passé extrêmement vite. Il est 27. Nous allons arrêter le webinaire à 45. Et vous êtes en train déjà de parler des solutions. Hein. On va commencer par vous. Donc, ce plaidoyer-là fait donc partie des solutions que vous avez pensées pertinentes pour régler ce problème-là au niveau de la jeunesse ivoirienne. tout à fait, parce que une chose est de constater quelque chose et une autre chose est d'apporter un soutien au constat qu'on fait. Parce qu'on dit oui, on consomme la drogue en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes qui consomment là? On les met carrément en marche ou on les tend la main pour les permettre de se resocialiser. Moi, actuellement, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. J'ai au Mhm. moins 5 qui ont des formations qualifiantes, qui ont des diplômes, mais qui n'arrivent pas à faire un stage. Parce que du seul fait que quand ils commencent à faire un stage et qu'on entend qu'ils sont consommateurs de drogue, automatiquement, on les bat la route. En tant que ces jeunes-là me disent, ah vieux, j'ai envie de travailler. J'ai envie de travailler. Mais à chaque fois qu'on sait que j'ai touché la drogue, on ne sait même pas de savoir dans quelles circonstances j'ai touché la drogue. Mais dès qu'on sait que j'ai touché la drogue, on me bat automatiquement la route. Et comme ça, j'en ai bon nombre de personnes qui ont juste besoin qu'on les accorde une seconde chance. Parce que je le dis et je le répète, ce ne sont pas toutes les personnes qui font usage de drogue qui sont Qui problématiques. sont problématiques. C'est très pertinent. Je crois que c'est Monsieur Okobe pourra nous aider à avoir d'autres éléments parce que ce que vous dites est très pertinent dans la mesure où quelqu'un qui a eu un passif avec la drogue, qui décide de s'insérer
mais qu'on lui ferme les portes parce qu'il a touché de la drogue, sans même se demander dans quelles circonstances, dans quel contexte est-ce que cette personne-là a eu à manier la drogue, a eu à utiliser la drogue. Est-ce qu'au niveau du ministère, hein, Monsieur Okobe, est-ce que vous êtes avec nous? On ne vous voit pas, on ne vous entend pas non plus. Ok, je crois que vous nous entendez à nouveau. Au niveau de l'insertion de ces jeunes, la réinsertion, je ne vais pas dire insertion, je vais dire réinsertion, parce que monsieur Nguesson venait de dire qu'il a des cas, par exemple, de jeunes dames ou de personnes qui sont avec lui, qui ont eu à toucher de la drogue, mais aujourd'hui veulent se réinsérer, parce que l'un des facteurs qui expose la jeunesse à la consommation de la drogue, c'est l'excès de temps libre, le fait de ne pas savoir quoi faire de son temps, de ses journées, ne pas avoir d'activité. Est-ce qu'au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse, est-ce que vous avez des outils, des solutions pour leur réinsertion, pour faciliter leur réinsertion rapidement? Alors, ce qui concerne la réinsertion des usagers de drogue, généralement, nous étions sur l'aspect prévention, voilà, prévention universelle. Et comme au niveau du ministère, nous avons l'Office du service civique national, et donc qui est un programme qui est porté en tout cas par le gouvernement. Il y a des centres qui sont en construction, des centres normalement qui sont dédiés donc à recevoir des jeunes en voie de marginalisation. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, Monsieur Okobe, excusez-moi, je crois qu'on a Madame Mamé Maudit Sissi qui veut prendre la parole. Est-ce qu'elle est là? Si elle est connectée, qu'elle a levé la main, est-ce qu'on peut ouvrir son micro si elle est encore là? Je crois qu'elle veut intervenir. On va entendre quelques secondes. D'accord, hein? Il est là, je crois. D'accord, allez-y. Oui. Merci beaucoup, c'est Mahmoud Cissé. Je Oh, suis du, oh, euh, je suis du autant Sénégal. pour moi. D'accord, C'est pas, autant pour moi, toutes mes excuses. c'est J'espère ne pas pas, avoir fait d'erreur diplomatique, hein? non, il n'y a pas de souci. En fait, Allez-y pour votre intervention, allez-y. voilà, j'ai entendu peut-être des différents profils et aujourd'hui, Mhm, j'aimerais entendre peut-être les organisations de jeunes. Aujourd'hui, on sait que les jeunes sont dans les écoles, sont dans les associations. En tout cas, nous avons des occupations et nous se regroupons par groupe. Et aujourd'hui, je pense que ma question est comment les organisations de jeunes peuvent-elles agir concrètement pour réduire la vulnérabilité des jeunes? C'est ça ma question. Parce que je pense que nous, en tant qu'organisation de jeunes, on mhm, doit jouer notre partition. Et j'aimerais mhm. bien, j'ai le président Samuel, en tant que père éducateur depuis des années, comment nous, on peut agir concrètement en tant qu'organisation de jeunes. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre préoccupation. Est-ce qu'on peut dire à qui est-ce que vous adressez votre question ou est-ce on peut choisir nous-mêmes? Je crois que M. Nour Bakayoko veut réagir par rapport à la question avant de revenir à M. Okobe. Vraiment, on a tellement de points à aborder. Allez-y, M. Nour. Ah, d'accord. Déjà, pour les associations de jeunesse, Mhm, ici en Côte d'Ivoire, moi, cette année, j'ai intervenu dans plusieurs associations de jeunesse pour faire la sensibilisation au niveau de la santé mentale et tout ça, que ce soit des associations confessionnelles comme ce soit des associations professionnelles. Voilà. mhm, Je pense que déjà, au niveau de la zone Abidjan Sud, il y a la CNJCI, par exemple, avec qui on a travaillé sur les questions de santé mentale. Au niveau de l'Akota, pareil. Au mhm, niveau aussi des associations professionnelles, je sais que déjà au niveau de l'AMC, avec certaines sections, j'ai intervenu mhm. sur les questions de santé mentale au niveau de la jeunesse étudiante catholique. Vous voyez que les jeunes de plus en plus sont intéressés par les questions de santé mentale parce qu'ils ont compris que c'est le mental qui guide le physique. C'est-à-dire que si D'accord. on est brisé physiquement, on ne peut pas déjà se déployer. Et Voilà rapidement, qui est très intéressant. Malheureusement, il nous reste que 5 minutes pour clôturer ce webinaire. Je tiens à rappeler que les participants, hein, vous devez remplir le formulaire d'évaluation qu'on va poster plus tard. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire d'évaluation. Et puis, rapidement, on va prendre le mot de fin des intervenants et puis
on va clôturer. Rapidement, Monsieur Nour, je crois qu'on a le dernier sondage qui s'affiche, pression sociale et réseaux sociaux. N'hésitez pas à répondre aux 3 questions. On n'a que 3 questions, donc rapidement, répondez au sondage. Merci beaucoup. Allez-y, Monsieur Nour. D'accord. Moi, déjà, pour mon mot de fin, moi, je dis merci à Polaris Asso. Mhm. Et puis, je te dis merci aussi à toi, Jessica. Voilà, toujours le verbe, toujours la pensée assez concise. Maintenant, Merci. ce que je dis pour terminer, c'est que Mhm. j'ai des solutions pour ces jeunes-là. Et Oui, puis, rapidement. oui, rapidement, il y a M. Kissan qui a parlé de la réinsertion de ces jeunes. Mais moi, je Mhm. dis que euh, également, au niveau du ministère de la Jeunesse, il y a l'agence emploi jeune pour la réinsertion des jeunes. Donc déjà, ces jeunes-là peuvent venir à l'agence emploi jeune, déposer leur dossier. Comme ça, quand on les met, D'accord. on fait un suivi. Ça veut dire que même si l'employeur a entendu parler de drogue et qu'il essaie de chasser le jeune, tout ça, il y a un suivi qui est fait à ce niveau-là. Et puis Mhm. aussi, il y a les besoins en entrepreneuriat aussi. Ces jeunes-là peuvent venir à l'agence emploi jeune solliciter. Et puis, il y a là, actuellement où je vous parle, du 24, euh, du jeudi, du jeudi 24 jusqu'à la fin de la semaine à l'université de Cocody, il y a la foire nationale de l'emploi et du recrutement. Donc, ça veut dire que tous ces jeunes en quête d'opportunités professionnelles là peuvent déjà y aller. C'est au niveau du campus vers l'amphi du district. Peuvent y aller. D'accord. C'est organisé par l'Alliance Emploi Jeune. Y aller, participer. Et puis, s'il y a des opportunités professionnelles, quel que soit le profil, voilà, pour Mhm. avoir ces différentes opportunités-là. Et je rappelle que à côté de ça, il y a le 143, le numéro du ministère de la Santé qu'on peut appeler pour Mhm. parler à un psychologue en ligne. C'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Et puis aussi, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Noura. Merci pour votre mot de fin. Merci d'avoir été avec nous durant ce webinaire Ben Night Show. Je crois qu'avant de donner la parole à Monsieur Sidibé Salifou, directeur pays donc de Polaris Asso, on va prendre le mot de fin de vos confrères en tant qu'intervenant sur ce webinaire. Je crois que je vais laisser la parole à Monsieur Okobe qui parlait. On l'a interrompu. Malheureusement, le temps est passé extrêmement vite. J'espère que vous ne nous en voulez pas pour cela. On va prendre votre Non, mot mais de fin pour le ministère. Allez-y. merci, merci, merci. Alors, je voudrais juste indiquer, répondant à la question, je crois qu'il y a M. Bakayoko qui vient de donner les réponses sur ce qui concerne l'insertion professionnelle. Mais Mhm, l'aspect que j'étais en train de développer, c'était l'insertion sociale. mhm, J'avais fait cas donc des centres de services civiques qui existent, donc qui sont censés reprendre en main les jeunes en voie de marginalisation. mhm, Et ces centres-là, pour la petite expérience qu'il y a eu, il y a eu des jeunes qui ont été reçus sur ces centres qui étaient donc mhm. des usagers de drogue. D'accord. Euh, on a pu, sur ces centres, certains ont pu être encadrés, mais par Mhm, contre, c'était un peu plus difficile pour ceux qui ont développé l'addiction, parce que là, ça devient un peu problématique. Ce pas des centres qui étaient vraiment outillés pour pouvoir faire face à ce genre de cas. Et pour l'avenir, ce qui est fait, c'est de faire en sorte qu'il y ait une collaboration entre le CILAD, qui est le comité interministériel de lutte anti-drogue, et puis ces centres-là. Et ce qui est envisagé aussi, c'est voir comment est-ce qu'un centre dédié donc, pour les usagers de drogue pourrait être construit dans l'avenir et pour ceux qui sont vraiment d'un certain niveau, qui nécessitent en tout cas un certain niveau de prise en charge. Donc, c'est ce que je mhm. voudrais indiquer sur cette question. Encore dit merci pour l'organisation de ce panel, en tout cas qui permet aux jeunes d'avoir les informations clés qui leur permettent d'avancer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Okobe, d'avoir été avec nous. Surtout, n'oubliez pas de continuer votre marche avec le ministère pour reconnaître les psychologues au niveau de la fonction publique, ce qui est très, 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 très intéressant. On va aller avec Monsieur Nguessan. Vous côtoyez ces personnes-là qui ont consommé la drogue. Vous essayez de les aider, de les accompagner. Votre cri de cœur, votre mot de fin, rapidement avant qu'on puisse conclure ce webinaire. D'accord? Merci. Alors, moi, je vous dis d'abord merci. Merci pour l'occasion que vous m'avez donnée de partager mon expérience. Et puis aussi, mon mot de fin, c'est que d'abord remercier l'État de Côte d'Ivoire parce qu'à travers le CILAD, qui est le comité interministériel de lutte anti-drogue, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour aider et récupérer les personnes usagères de drogue. Et donc, je vous invite tous à consulter la nouvelle loi, la loi 2022-407, qui informera et qui outillera tous les parents qui ont un enfant ou un proche qui fait usage de drogue
et savoir comment l'orienter afin de pouvoir vraiment quitter dans cette addiction. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui aident, qui tendent la main à ces personnes usagères-là afin de se réintégrer dans la vie socio-professionnelle. Voilà. C'est cela. Merci infiniment, Monsieur Nguesson, d'avoir été avec nous durant ce webinaire Ben Night Show. Merci infiniment. On a les résultats du sondage que tout à l'heure vous pourrez consulter. Avant de donner la parole à Monsieur Sidibé Salifou, Docteur Sako, psychologue, vous êtes vraiment l'une des personnes, l'une des experts qui est en contact avec vos différents patients, des personnes qui vous consultent. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage pour la fin de ce webinaire? Je vais résumer un petit peu peut-être ce que M. Nguessan a dit. Effectivement, toutes les substances ne se valent pas. Les effets, les réactions, la dépendance est différente en fonction des produits. Moi, vraiment, ce que je veux qu'on retienne, c'est que si quelqu'un tombe dans la consommation, c'est qu'il sache qu'il peut s'en sortir. S'il veut s'en sortir, il y a des aides qui sont là. Il faut savoir qu'il y a le Programme national de santé mentale qui est là, qui fait beaucoup d'actions. Il y a aussi beaucoup d'associations sur les terrains qui font des actions. Donc, essayer de voir sur les réseaux sociaux, faire des recherches pour essayer de retrouver ces informations-là. C'est vrai que souvent, les personnes se plaignent qu'elles n'ont pas accès à ces informations-là. Pourtant, on essaye de diffuser. Moi, personnellement, je suis sur les réseaux sociaux. J'essaie de faire de la sensibilisation, comme plusieurs autres personnes également. La deuxième chose que je veux qu'on retienne, c'est que quand on souffre, eh ben, il faut se dire qu'on a le droit d'être aidé, on a le droit de pouvoir exprimer sa souffrance et qu'il ne faut pas rester seul dans son coin avec cette souffrance-là. Et la troisième chose, ben, je vais prêcher un peu pour ma paroisse et je vais inviter tous les participants à venir à la pause mentale qui est un événement qui est totalement gratuit et qui est un espace justement où on peut libérer la parole. Il y a des espaces de relaxation, il y a des ateliers, des conférences et il y a aussi des consultations gratuites avec des psychologues sur place. Donc, comme je disais, tout est complètement gratuit et cette année, ça sera du 17 au 20 septembre au sein de l'université de Cocody. Au niveau du forum. Donc, je vous invite tous à venir et à pouvoir profiter. Voilà. Et il y a plein d'autres initiatives comme ça qui vont commencer voilà, du 10 septembre au 10 octobre, vu que c'est le mois de la santé mentale. Le Programme national de santé mentale va faire beaucoup, beaucoup d'activités et ils sont partenaires avec nous sur la pause mentale. Merci beaucoup, Docteur Sako, pour toutes ces informations et surtout, merci de rappeler que c'est important quand on souffre, il ne faut pas rester seul, il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. C'est tout à fait de notre droit. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir tout au long de ce webinaire. Merci pour vos interventions et pour votre partage. Avant